On est là-bas avec eux. Bonsoir, on va peut-être commencer, si tout le monde est disposé. Donc bonsoir à tous et toutes. Tout d'abord, merci à la municipalité de Saint-Bel pour nous avoir mis à disposition la salle. Merci également à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Le nombre de présents aujourd'hui démontre avec force la pertinence de cette campagne et la nécessité d'un service public ferroviaire de qualité qui ne fait pas l'impasse sur les petites lignes, les lignes de desserte fine du territoire, nécessaires pour des mobilités plus durables et au plus près des usagers. Le choix du lieu est également symbolique, puisque la gare Saint-Bel fait aujourd'hui office de terminus de la ligne qui autrefois se poursuivait jusqu'à Sainte-Foy-l'Argentière. Donc cette soirée, elle va se composer en deux temps. Le premier, durant lequel trois intervenants vont présenter succinctement certaines parties de l'expertise qui retiennent notre attention. Le premier, Renaud Chevalier, secrétaire CGT du Comité social et économique Zone de production Sud-Est, reviendra sur le contexte qui a mené notre CSE à engager une telle expertise. Claire Denal, ensuite, du cabinet Projexa, ayant co-réalisé l'expertise avec le cabinet Le Bérim, reviendra sur la pertinence socio-économique de la réouverture de la ligne et l'interopérabilité entre les différents modes de transport, le train voyageur et le fret ferroviaire. Enfin, Pierre Brochier, du collectif citoyen Gardons la ligne, créé à la suite de la fermeture totale du tronçon en 2020. En tant qu'usager du ferroviaire et habitant de la vallée, il nous livrera son témoignage et l'analyse de son collectif sur la réouverture de la ligne. Le deuxième temps sera consacré au débat, avec la possibilité pour vous de poser des questions aux différents intervenants. Dernier petit point sur la situation sanitaire. Donc, il y a à votre disposition au fond du gel et des masques, et également des exemplaires de l'expertise qui sont soit sur le bureau là, soit derrière au fond. En vous souhaitant une bonne soirée, je laisse la parole à Renaud Chevalier. Bien, bonsoir à tous. Je vais enlever le masque pour parler parce que sinon ça va être compliqué. Bonsoir à tous. Donc voilà, donc Renaud Chevalier, secrétaire du CSE de la zone de production Sud-Est, comme ça a été dit par Pierre-Antoine. Dans un premier temps, je pense que c'est peut-être important de commencer par vous présenter ce que c'est que le CSE ZPSE, puisque c'est sans doute pas forcément très clair pour tout le monde ici. Donc il s'agit du comité social et économique de la zone de production Sud-Est au sein de SNCF Réseau. Le CSE, il a des attributions économiques et il a donc toute légitimité et compétence pour s'exprimer sur les décisions de l'entreprise relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière, l'organisation du travail, les orientations stratégiques de l'entreprise, etc., etc. Je vais en venir au sujet qui nous occupe, mais il semble déjà utile peut-être de replacer les choses dans leur contexte. Et le contexte, c'est d'abord les annonces multiples, nombreuses, sur le plan de relance du fret et le plan de relance du ferroviaire. Sur le plan de relance et son volet ferroviaire, on peut bien sûr se satisfaire du retour très symbolique, par exemple du Perpignan-Rungis, mais beaucoup reste à faire pour un report modal suffisant vers le ferroviaire. Les discours et les effets d'annonce ne suffisent plus. Aujourd'hui, coïncident, et souvent d'ailleurs s'affrontent, deux tendances fortes, dans un paradoxe qui devient de plus en plus intenable. Les deux tendances, c'est alors d'une part des transformations de l'entreprise SNCF qui sont issues de la réforme ferroviaire de 2018, l'atomisation de l'entreprise intégrée historique SNCF, son morcellement en différentes sociétés anonymes distinctes, ayant elles-mêmes une multitude de filiales. Cela vise à faire rentrer le ferroviaire dans un environnement
concurrentielle. La concurrence, c'est une réalité pour le fret ferroviaire depuis 2005. Et elle le devient pour le voyageur. On l'a vu récemment avec Transdev sur le tronçon Marseille-Toulon-Nice, par exemple. Cette politique d'ouverture à la concurrence contraint SNCF Réseau à couvrir l'intégralité de ses dépenses d'infrastructure par des recettes, notamment celles des péages, et à contraindre de plus en plus ses coûts de fonctionnement et ses coûts de structure pour combler la dette à l'horizon 2030. Difficile donc dans ce cadre imposé de réaliser les lourds investissements qui sont pourtant nécessaires étant donné l'état du réseau. La deuxième tendance, c'est que d'autre part, l'impératif écologique et climatique font du ferroviaire un mode de transport incontournable pour peu que l'on dépasse des logiques court-termistes. Cela impose donc de vrais efforts de soutien et de relance du ferroviaire, une volonté et des décisions politiques fortes. Depuis le Grenelle de l'environnement et la COP21 jusqu'au récent rapport du GIEC et la COP26 de Glasgow, décarboner la production et les transports devient une urgente nécessité. Et le paradoxe est bien là. Et la question, elle est clairement posée. Quand va-t-on enfin donner les moyens correspondant aux ambitions des impératifs écologiques? Les déclarations d'intention de part et d'autre, et d'ailleurs de presque tous les acteurs, sont bien là. Et sans doute qu'il faut s'en réjouir. C'est une condition qui est nécessaire au changement. Mais elle est nécessaire, elle est pourtant loin d'être suffisante. Et les choses se compliquent, et vous l'aurez compris, dès qu'il s'agit de parler de financement. Comme l'a rappelé d'ailleurs le président du CSE et directeur de SNCF Réseau de la zone de production sud-est lors de la restitution de l'expertise en plénière de CSE, il nous a dit « Tout le débat, quand on commence à traiter des externalités positives et négatives, c'est qu'à un moment, il faut passer à l'acte, que quelqu'un l'intègre dans ses comptes, et c'est là que réside toute la difficulté. » On ne peut que être d'accord avec lui. Au niveau des ambitions, celles de l'État et celles de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont pourtant claires. Et le volet ferroviaire constitue une part importante de chaque CPER. Le CPER, contrat de plan État-région, par lequel les acteurs, l'État et la région, s'engagent sur des montants d'investissement, sur des grands projets pluriannuels. Le précédent CPER courait jusqu'en 2020. Pour 2021 et 2022, le CPER est complété par le plan de relance pour la partie ferroviaire. Et le futur CPER couvrira, lui, les années de 2023 à 2027. Il est à noter quand même que le CPER précédent, donc celui 2015-2020, sur ce CPER, tous les investissements fléchés n'ont pas été réalisés comme prévu. Et on peut noter également que 50 millions d'euros de ce CPER n'ont pas été utilisés. Et que ce montant correspond, mais on y reviendra, correspond plus ou moins à ceux qui sont nécessaires pour une réouverture complète de notre ligne de la Brévenne. Les discours de bonne volonté sont légion. À titre d'exemple, pour l'État, eh bien, pour le plan de relance, l'objectif annoncé du gouvernement, c'est de porter la part modale du fret ferroviaire à 20% d'ici 2030, avec des investissements de 1 milliard d'euros d'ici 2024, dont 300 millions pour les lignes de desserte fine du territoire. La déclinaison pour la région Auvergne-Rhône-Alpes sera de 268 millions. Au niveau de la région, on peut lire par exemple dans des documents liés au futur CPER qu'Auvergne-Rhône-Alpes a le besoin, je cite là, Auvergne-Rhône-Alpes a le besoin impératif d'une desserte ferroviaire attractive et efficace pour l'irrigation de ces territoires peu denses et le lien avec les régions contiguës. Et, là où c'est nécessaire, de la réouverture de lignes fermées. On peut lire également qu'il faut maintenir en exploitation les lignes capillaires fret et soutenir la filière du fret ferroviaire, cruciale en matière de décarbonation des transports. À lire tout cela, on pourrait se dire que c'est gagné. Malheureusement, ces déclarations nombreuses peinent à trouver leur inscription réelle sur le territoire, et nous allons le voir avec notre ligne de la Brévenne. Notre comité économique et social, parmi les sujets sur lesquels il travaille, a été amené à se pencher sur le dossier des lignes de desserte fine du territoire
autrement dit les petites lignes, les UIC 7 à 9. Cela a été beaucoup le cas donc, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est une nouvelle fois le cas pour cette ligne de la Brévenne, vous le savez, entre Saint-Bel et Sainte-Foy-l'Argentière. Pourquoi un travail spécifique sur cette ligne? Plusieurs raisons. La première, c'est que cette ligne a la particularité de n'être complètement fermée que depuis le 1er janvier 2020. Jusque-là, subsistait une desserte régulière de fret à destination de Saint-Germain-au-Mont-Blanc. Deuxième raison, c'est que nous avons été alertés par les riverains ou par les collectifs, différents collectifs, de la circulation dense de véhicules et de camions, de véhicules lourds sur la zone et la route départementale. Une troisième raison, c'est que nos échanges avec la direction de SNCF Réseau et les différents acteurs en proximité nous ont conduits à douter de la nécessité de cette fermeture et également du montant réel des investissements nécessaires. Et enfin, le 3 décembre 2020, peut-être que certains d'entre vous étaient présents, la CGT des cheminots a organisé un rassemblement de plus de 200 cheminots en gare de Courzieux-la-Giraudière, auxquels se sont joints différents groupes politiques, des associations et collectifs de citoyens. Rapidement, à travers les débats et les annonces des dirigeants politiques ou de l'entreprise, une bataille de chiffres et des coûts de remise à niveau de la ligne, selon différents scénarios, selon les sources, a eu lieu. Pour le CSE, c'est de là qu'a germé l'idée de lancer une expertise indépendante, pour avoir enfin un éclairage précis et sérieux sur le niveau des investissements engagés, sur la nature des travaux à réaliser. En effet, la ligne de la Brévenne compte de nombreux ouvrages d'art dans une zone de vallon, voire de moyenne montagne, et ça rend, il est vrai, le chiffrage compliqué. On ne peut pas se contenter juste de dire, ben voilà, la rénovation complète de la voie, c'est tant du kilomètre. Sur cette ligne, c'est un peu plus compliqué que ça, étant donné le nombre des ouvrages d'art. La décision de l'expertise a été prise, elle a été votée à l'unanimité des élus de notre comité et confiée donc au cabinet Le Bérim pour la partie technique ingénierie et au cabinet Projexa pour l'analyse socio-économique, les externalités négatives liées aux routiers, etc., etc. Il s'agit donc d'une expertise indépendante qui est réalisée par 2 cabinets agréés par le ministère. Elle a nécessité un travail sur le terrain, dans des conditions qui sont parfois difficiles, et je profite d'ailleurs de l'instant pour saluer le travail qui a été réalisé. Le cahier des charges de l'expertise, il consistait donc à chiffrer, comme je l'ai dit, chiffrer précisément les investissements nécessaires pour la reprise du transport ferroviaire, tant fret que voyageurs, entre Saint-Bel et Sainte-Foy-l'Argentière. Il constituait également à évaluer le coût pour la collectivité des externalités négatives liées au transport routier, que ce soit camions, et y compris les véhicules légers. Et enfin, d'évaluer la pertinence d'une réouverture pour le fret et pour le voyageur. Je ne reviens pas ici, je vais essayer de faire vite, je ne reviens pas ici sur les résultats de l'expertise en détail, puisque pour cela, je laisserai Madame Denal le faire avec avantage. Et de toute façon, il est important qu'on ait le temps ensuite d'échanger et puis de laisser la place au débat. Je finirai malgré tout sur une précision qui a son importance. L'expertise a travaillé selon 3 scénarios distincts. Premier scénario, reprise du fret, uniquement le fret, avec des performances réduites, donc réduction de vitesse, voilà, entre Courzieux et Saint-Bel. Un deuxième scénario avec une reprise du fret, des performances un peu réduites, mais une pérennité de 10 ans. Et enfin, le troisième scénario avec une régénération complète de la voie de Sainte-Foy-l'Argentière jusqu'à Saint-Bel, tant pour le trafic de marchandises que de voyageurs. Le financement associé dépendra bien sûr du scénario choisi et on oscille entre 14 millions d'euros et 60 millions d'euros dans le cadre du troisième scénario. Madame Denal présentera cet aspect coût,
Mais au-delà du strict aspect purement financier, le choix n'est pas anodin. Pour une relance du seul trafic voyageurs, certaines alternatives aujourd'hui ont quelque peu le vent en poupe. Les solutions de train léger, souvent présentées comme une solution de mobilité urbaine, écologique. Et il est vrai qu'à première vue, cela peut sembler avantageux. Ça demande des investissements moins lourds et ça permet la possibilité d'un cadencement plus important. Cependant, cela représente également des contraintes qui nous font dire très clairement que cette solution est une fausse bonne idée. Pourquoi est-ce une fausse bonne idée? La première raison, c'est que cela condamne définitivement toute possibilité de faire rouler le fret ferroviaire. L'option n'apporte aucune réponse à la densité du trafic routier sur la route départementale. Elle ne résout en rien, en termes d'externalités négatives, la pollution des poids lourds, l'accidentologie, les nuisances sonores que les riverains de la vallée connaissent et qui pourront décrire bien le point. Plus grave, cette solution empêche tout développement futur du fret ferroviaire. Et finalement, cela revient à se priver d'un besoin et de réponse aux nécessités futures. Faire rentrer le fret ferroviaire dans les grands centres urbains, permettre au fret de relier d'autres centres que Saint-Germain-au-Mont-d'Or, qui est la desserte donc, qui existait, comme je vous ai dit, avant la fermeture. L'interopérabilité entre le fret et le voyageur nous paraît incontournable dans le cas de cette ligne de la Brévenne. Je précise quand même qu'on ne sommes pas des inconditionnels dogmatiques anti-camions, anti-voitures. Nous sommes juste pragmatiques, nous pensons la complémentarité des modes de transport. Nous croyons en la pertinence et la nécessité du fret ferroviaire sur cette ligne. Nous croyons qu'elle est compatible avec un cadencement acceptable pour le voyageur. Nous disons que cela est la seule alternative, qu'elle est économique au regard des économies réalisées qu'elle permet pour la collectivité. Elle est économique encore si on regarde le coût total de l'investissement nécessaire. Alors 60 millions. Alors pour ceux qui, comme moi, n'ont pas forcément l'habitude de manier les millions, je rappelle simplement que 60 millions, c'est le coût moyen en France de 10 km d'autoroute. Un échangeur autoroutier, comme celui de Pierre Latte par exemple, c'est 20 millions d'euros. Ça permet de comparer, d'avoir quelques repères. Un transport guidé par télécabine qui serait entre Francheville et Gerland aurait un coût très largement supérieur à celui de la réfection totale de notre ligne, de bout en bout, tant pour le fret que pour le voyageur. Nous pensons aussi que c'est une alternative évidemment écologique, car évidemment le ferroviaire est un transport beaucoup plus décarboné et il s'inscrit dans les impératifs climatiques actuels. Et nous pensons enfin que c'est l'alternative pertinente car elle correspond pour nous, et c'est ce que tend à montrer l'expertise, à un vrai besoin au niveau marchandises et au niveau voyageurs. Nous disons enfin qu'il ne manque aujourd'hui que deux choses, que ces deux choses peuvent changer et que ce débat pourra peut-être, et on l'espère, y contribuer. Ces deux choses, ce sont la concrétisation d'une volonté politique qui est pourtant affirmée, et la deuxième chose, le fléchage d'un financement. Au regard des résultats et des éclairages qui sont apportés par l'expertise, nous pensons que notre ligne de la Brévenne doit faire l'objet d'un investissement pour réouvrir au fret ferroviaire et au trafic voyageur, et que cela doit être inscrit au CPER 2023-2027. J'en reste là, je pense que j'ai été suffisamment long. En tout cas, je vous remercie de votre attention, et du coup, je vais laisser la parole à Madame Pierre Donat, donc du cabinet Projexa. Et voilà, merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous remercie déjà de nous avoir invités pour qu'on puisse restituer les résultats de cette expertise. J'essaierai au mieux de restituer aussi en fait, tous les travaux du DERIM, donc ce cabinet d'ingénierie civile et urbaine. N'étant pas ingénieur moi-même, j'essaierai de faire la meilleure restitution. Donc sur le constat, on va dire, global, sectoriel et écologique,
ce constat il est largement derrière nous. Comme l'a dit Renaud, l'objectif du gouvernement est de passer à 20% de part modale de fret ferroviaire, alors qu'actuellement nous sommes qu'à 9%. 9% alors que dans les années 80 nous étions à 30%. Donc la dégringolade est assez significative. Cela dit, pour véritablement remplir ces objectifs, il va falloir passer des paroles aux actes et ne pas seulement s'attarder sur quelques lignes qui pourraient être emblématiques, bien qu'importantes, hein, par exemple le fameux Perpignan-Rungis, mais aussi s'intéresser à toutes les opportunités locales, les petites lignes, qui permettraient de grappiller des petits pourcentages à droite, à gauche de part modale de fret ferroviaire et véritablement atteindre ces 20%, voire même 30%, hein, si c'était possible dans les années 80. Il n'est pas illégitime de penser qu'on pourrait les réatteindre. C'est pour ça que ce projet de revitalisation de la ligne de la Brévenne est une de ces capillaires au potentiel assez important pour être pris en considération. Donc le projet a déjà été présenté par Renaud. Moi je vais revenir un petit peu sur le potentiel qu'il y a derrière. Donc la portion Saint-Bel-Courzieu permettrait d'abord de relier les grandes carrières de la vallée. La vallée de la Brévenne bénéficie toujours de gisements avec encore, pour les années à venir, d'importants potentiels d'extraction. Donc 3 carrières, celle de la Patte exploitée par Lafarge Granulat, celle du Ressent gérée par Bonnefoy Béton Courzieu et celle d'Iméris. On a fait des recensements des extractions, des marchandises qu'ils pouvaient transporter. On en sort avec une fourchette de 470 à 595 kilotonnes de marchandises par an qui sont abandonnées par le fret ferroviaire. Cela dit, il y a ces 3 carrières qui représentent un gisement important de marchandises qui pourraient être transportées par le ferroviaire, mais on peut imaginer que d'autres activités le soient aussi. Entre autres, dans la région, on voit qu'il y a la présence, bien évidemment, de la grande distribution et de la logistique, avec des intermarchés, des U, des Ganvers, mais aussi de l'industrie, avec CMS Industrie pour le matériel électronique, Rolling Dry pour le PVC. Bon, je pense que j'en ai beaucoup des exemples, donc je ne vais pas tous les faire, mais aussi de l'agriculture avec de nombreux vignobles. Ce serait potentiellement aussi intéressant d'aller prospecter, voir si faire des études de faisabilité, ce qu'on appelle, pour voir si leur liaison avec le fret ferroviaire ne serait pas possible. En contrepartie, on voit que sur la route départementale 389, qui traverse plusieurs communes, on voit qu'elle est saturée de poids lourds. Je ne vais pas développer sur les nuisances que ça peut représenter pour les riverains, parce que Pierre du collectif Gardons la ligne le fera. Mais quelques indicateurs, encore une fois significatifs. Sur cette départementale, il y a 9% de poids lourds, alors que la moyenne c'est 5%. On voit que quand même on est encore une fois dans une situation assez anormale. Depuis la fermeture de la ligne, donc toute récente, 2020, c'est 7000 poids lourds qui ont été relancés sur les routes, et avec le développement d'une des carrières, donc celle de BBCI, Bonnefoy Béton Courzieu, qui va commencer une nouvelle activité d'enrobé, c'est 7000 autres qui pourraient aussi arriver sur les routes. Donc, cette part de 9% de poids lourds sur la départementale pourrait exploser dans les années à venir. Cela dit, on a parlé du fret, effectivement, mais il y a un autre pendant à ce projet qui est très intéressant, c'est le transport de passagers, avec la revitalisation de la ligne de Saint-Bel à Sainte-Foy-l'Argentière, en passant par la Girotière. Ça permettrait de donner la possibilité à 67 000 habitants des communes traversées de prendre le train pour les trajets quotidiens domicile-travail vers la métropole de Lyon, via Gorge-de-Loup et la gare de Saint-Paul. Cela passe, cela dit, par la remise en état complète de la ligne, qui vous a été présentée, hein, c'était un des scénarios, ainsi que son électrification depuis Saint-Bel. Alors, le potentiel qu'on a estimé entre Saint-Bel et Sainte-Foy-l'Argentière est estimé à 3500 trajets aller-retour, rien que pour le travail, domicile-travail, donc sans penser les loisirs et autres raisons de déplacement. Autre indicateur, c'est que la population
de ces communes, elle a doublé depuis 1950, donc elle est en forte expansion du fait aussi des phénomènes de métropolisation et d'éloignement des lieux de vie des travailleurs, même s'ils travaillent dans la métropole, et aussi du coup, de la conséquence de la hausse du prix du foncier en métropole. Du coup, on s'installe de plus en plus dans les petites couronnes alentours. Cependant, ça a été évoqué, une revitalisation complète des tronçons en vue de supporter des trains lourds permettrait même de réaliser du fret jusqu'à 5 fois l'argent entière, pas s'arrêter avant. Et par conséquent de diminuer plus fortement les externalités environnementales négatives liées au transport routier. Donc ces deux pendants du projet qui ne sont pas vraiment dissociables si on veut que le projet il soit véritablement impactant. Parce qu'effectivement, il y a les conséquences, les externalités négatives des poids lourds, mais aussi les externalités négatives des véhicules légers à prendre en considération. Cependant, on constate qu'il y a une opposition un petit peu grimpante entre ces deux modes de transport, entre le passager et les marchandises, et avec cette solution qui revient de plus en plus à l'agenda public, qui est celle du train léger, comme solution de mobilité urbaine écologique. Alors elle est très séduisante, effectivement c'est écologique, c'est électrique, d'autant plus écologique, et c'est des coûts bien moindres. Cependant, elle empêcherait de faire passer des trains lourds de fret sur ces rails dits légers. Et surtout, à penser à d'autres solutions de fret. Donc, on a évoqué beaucoup d'industries, d'activités agricoles, mais on pourrait imaginer que le fret aille jusque dans les centres-villes, en fait, justement pour approvisionner la grande distribution, les magasins, etc. Et en fait, c'est justement cette interopérabilité qui rend le ferroviaire si intéressant. Et pourquoi aussi c'est si important, cette intermodalité? C'est en termes d'opportunités d'amortissement. C'est-à-dire que sur le ferroviaire, on est quand même sur de l'infrastructure lourde, donc des coûts fixes lourds, et l'efficacité, elle ne sera qu'atteinte avec des volumes les plus importants, donc des volumes fret, certes, mais des volumes voyageurs également. Donc ce maillage fin du territoire des Monts du Lyonnais est une manne essentielle de trafic de fret. En cela, la relance du wagon isolé par opposition au train complet, donc pour pouvoir s'adresser au maximum de clients potentiels pour le fret, et la relance des ITE, donc les fameuses installations terminales embranchées qui permettent de relier une entreprise au réseau ferré national. D'ailleurs là-dessus c'est très intéressant, c'est aussi quelque chose qui est souligné dans l'expertise. Ils sont de plus en plus déposés, levés, et dans un très mauvais état. Il y a une étude du CEREMA qui dit que 30% de ces ITE sont dans un très mauvais état, et ça nuit à la productivité aussi bien du fret ferroviaire que des entreprises pour acheminer leurs marchandises, puisque ces ITE permettent une non-rupture de charge en fait, et donc on ne peut pas perdre du temps à faire du transbordement, etc. Donc, ce wagon isolé et les ITE sont des éléments incontournables pour un véritable rebond du rail, dans le but d'aller chercher, comme je vous l'ai dit, le maximum de production dans les usines, dans les ports, dans les entrepôts logistiques, dans les silos, et pour ce qui nous concerne sur la vallée de la Brévenne, les carrières, entre autres. Alors, on va commencer à parler un petit peu plus de besoins financiers et de chiffrage. On l'a rappelé, infrastructure lourde appelle à des besoins de fortes subventions, surtout dans les premières phases, pour lancer le projet d'une vision donc, de long terme. Et on va voir, ces chiffrages, ils peuvent paraître importants, parce qu'on n'a pas l'habitude non plus, en tant qu'usager surtout, de manipuler, on va dire, des enveloppes aussi importantes. Mais cela dit, quand on les compare avec les économies espérées et générées à long terme, le bilan est plus tenu. Faut pas oublier aussi que, alors si une partie de la ligne n'a été fermée qu'en 2020 et une autre qui a été abandonnée depuis assez longtemps,
Elle a été rénovée, cette ligne, partiellement en 2012, mais ça n'a pas suffi à embrayer en fait, sa dégradation. Aujourd'hui, c'est la moitié des traverses qui doivent être remplacées. Les ouvrages d'art, on l'a évoqué, sont dans un très mauvais état et mériteraient même des études supplémentaires pour aller mieux les examiner. Et les rails aussi ne sont pas dans le meilleur des états. Cela dit, facture importante à mettre en considération avec les économies espérées, et surtout, plus on attend, plus le coût de cette facture elle va augmenter, plus l'infrastructure va se dégrader. Donc les chiffrages auxquels on est parvenu, ce serait 13,9 millions d'euros, excusez-moi, pour la réfection à un état quasi neuf de la desserte fret, spécifiquement, et 60 millions pour la génération totale de la ligne jusqu'à Sainte-Foy-l'Argentière pour assurer plus globalement une desserte voyageurs et fret. Alors on a évoqué le budget du plan de relance. Si on prend rien que les 14 millions d'euros pour le fret, ça représenterait 5% du budget pour la région Rhône-Alpes, pour mettre les choses en adéquation. On l'a dit, le fret ferroviaire a des avantages en termes d'externalités négatives indéniables comparativement au routier, et permettrait des réelles économies aussi bien pour la société que pour les communes. On parle là de dégradation des voies, d'émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone, mais aussi de soufre, mais aussi, il y a aussi les accidents, l'incidence sur la santé respiratoire des riverains, mais le bruit également. Bon, beaucoup d'externalités négatives. Si on rapporte les économies d'externalités négatives que le ferroviaire réalise sur le routier, et ces économies-là en termes de CO2, c'est 58 000 tonnes sur 15 ans d'économiser en passant sur le ferroviaire. Et si on les chiffre, s'il existe des chiffrages, alors malheureusement c'est les économistes qui font ça, pour les faire parler, c'est difficile de mettre un prix sur une vie humaine, mais ils le font, ce serait 20 millions d'euros en 15 ans d'économiser sur les dégradations de la route, les accidents, etc. Du coup, si on met en parallèle le coût du projet, donc 60 millions d'euros, avec les économies générées, l'année pivot, on appelle l'année pivot, c'est l'année à partir de laquelle on aura amorti le projet en externalité négative. Il faudra attendre 45 ans, donc la durée d'une carrière professionnelle, tout simplement. Donc pas excessivement, pas si long que ça, 45 ans. Donc à titre de comparaison, on a évoqué le prix des contournements routiers, qui était une des solutions envisagées pour libérer la route des poids lourds. Moi j'évoquerai aussi de mon côté, j'ai parlé du poids de ce projet dans le plan de relance, mais également d'autres investissements qu'on peut mener en parallèle, parce que quand on veut, l'argent il est là. Les 8,9 milliards d'euros investis dans l'hydrogène, qui est une énergie propre et prometteuse, ça on ne peut pas en douter, mais qui nécessite encore beaucoup de recherche pour la rendre la plus effective, sauf que là on a une solution concrète, alors qui certes n'est pas sur l'hydrogène, mais on a une solution concrète pour améliorer la part modale du fret ferroviaire, pour améliorer notre empreinte environnementale, et qui coûte bien moins. Donc, encore une fois, mettre en parallèle tous les budgets qui peuvent exister. Rappelons aussi que le fret ferroviaire est un levier de soutien à la production locale, je l'ai dit, en termes de compétitivité, et serait in fine aussi un atout pour l'emploi. Si les entreprises vont bien, elles embauchent, donc c'est bon pour l'emploi de la région. Rappelons que le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 13% depuis 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes, alors que la moyenne nationale n'a augmenté que de 8%. C'est un autre avantage. Et je finirai, c'est la même conclusion que Renaud, sur les opportunités qu'il peut y avoir de financement et de fléchage. Il y a ce fameux CPER 2023-2027 qui pourrait être un vecteur intéressant pour prendre en considération le projet.
Merci Claire. Je me rends compte du coup là de nos deux interventions que bon, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites. Peut-être avant de laisser la parole donc, à Pierre Brochier du collectif Gardons la ligne. Alors peut-être qu'il y a déjà des premières réactions, interrogations, commentaires, analyses. Donc peut-être qu'on va faire un premier tour si certains veulent s'exprimer. Voilà, n'hésitez pas. Et puis on redonnera ensuite la parole à Pierre Brochier. Bonsoir. Ça marche? Oui, vous avez parlé de 45 ans au niveau de l'année pivot. Et il s'agit à ce moment-là d'un investissement lourd sur fret et voyageurs ou uniquement le voyageur? Ce serait pour 60 millions, on fait. Pour 60 millions, voilà. D'accord. Très bien, merci. Par rapport à l'argent nécessaire, je tiens à rappeler qu'il y avait de l'argent qui était prévu pour la 45. Il a été posé la question à M. Wauquiez s'il n'était pas possible d'attribuer de cet argent qui ne servira pas pour la 45 pour en faire une partie sur la rénovation de la ligne ferroviaire qui nous concerne. Manifestement, il ne veut pas. Mais il y a une enveloppe là et on ne sait pas à quoi elle va être utilisée. C'est la même. Il y a au fond à gauche, là, ouais. J'aimerais savoir quels sont les soutiens politiques au niveau des micros, des départements, au niveau de la région. Il faudrait prendre le micro, je n'entends pas. Oui, j'aurais voulu savoir simplement quels sont les soutiens politiques que vous avez, donc pour réouvrir cette ligne, aussi bien au niveau des municipalités que du département, que de la région. Bonsoir à tous. Alors moi j'avais une question, une remarque. Une petite question déjà, c'était je voulais savoir à qui appartient les ouvrages d'art, les viaducs, les tunnels. Est-ce que c'est aux collectivités? Est-ce que c'est à Réseau Ferré de France? Enfin, déjà, à qui appartient ces ouvrages qu'il faut rénover? Et donc qui va payer cette rénovation? Ça c'est une première question. Et puis une petite remarque, là on parle du prolongement de la ligne jusqu'à Sainte-Foy, et bien souvent on nous oppose, on oppose comme argument que voilà, il y a des ouvrages d'art à rénover, à créer, etc. Mais ne pourrait-on pas commencer déjà à réfléchir pour prolonger la ligne de Saint-Bel jusqu'à la Brévenne, par exemple, ou jusqu'à la Giraudière? Voilà, et puis, voilà, et puis une fois qu'on aura fait ça, peut-être aller un petit peu plus loin. Mais ça serait déjà un premier pas. Moi, je crois beaucoup à la stratégie des petits pas. On fait des petits pas, puis ensuite on fait un grand pas. Voilà. Il est devant. Oui, je viens sur le nombre de voyageurs que vous avez estimé, pas voyageurs, voyage 3000. Donc si j'ai cru comprendre, alors je pensais à l'année, sur quelle période je voudrais préciser, que vous le précisiez. Et puis la question, c'est effectivement le report modal, c'est-à-dire que ces voyages iraient vers la métropole. La difficulté, c'est de savoir où dans la métropole. Parce que le train dessert le centre de Lyon. Et si les voyages considérés sont sur la métropole est large. Et là, le train n'est plus compétitif par rapport à la voiture. Donc, est-ce que vous avez été dans cette finesse? Parce qu'effectivement, ça va changer beaucoup le report modal. Oui, bonsoir.
Moi, c'était une remarque aussi. Tout à l'heure, vous avez parlé quand vous avez estimé le nombre de passagers des travailleurs, je trouve qu'il y a quand même un enjeu qui me paraît super important, c'est les éventuels étudiants qui pourraient prendre cette ligne. Avec tout le respect que j'ai pour l'Assemblée, il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais du coup, je me fais leur porte-voix. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'étudiants qui se servent d'une telle ligne pour aller faire leurs études à Lyon. Quand on voit le prix des logements dans la métropole, je crois qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas faire d'études justement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger à Lyon. Et peut-être avoir un train qui leur permette d'aller tous les jours à l'université ou dans les écoles lyonnaises me paraît très important et voilà, je voulais le souligner. Du coup, on va peut-être arrêter là pour l'instant, puis essayer dans un premier temps déjà d'apporter là où on peut quelques éléments de réponse. Il y avait une première intervention sur l'argent lié à l'abandon du projet de la 45. Alors effectivement, dans le cadre du plan de relance, en fait, les partenaires avaient ajouté un chapitre spécial pour construire une alternative à la 45 en termes de transport public, sans que ce soit plus détaillé si on parle de train en tout cas en termes de transport collectif public. Et pour cela, il devait y avoir une enveloppe de 200 millions d'euros qui n'ont pas été, ça n'a jamais été, en tout cas à notre connaissance, ventilé en détail sur tel ou tel projet plus qu'un autre, etc. Mais il y avait une enveloppe globale qui était prévue de 200 millions d'euros. Et qui devait intégrer une partie matériel roulant, éventuellement des ateliers si on faisait du train avec des rames, etc. C'était 200 millions d'euros. On les a effectivement jamais retrouvés dans les investissements réalisés aujourd'hui. Et pour le plan de relance et puis pour le prochain CPR 2023-27, pour l'instant on n'a pas de fléchage précis des sommes. Donc on est incapable, en tout cas en ce qui nous concerne et des informations qu'on a pu avoir, de retrouver effectivement ces 200 millions d'euros qui avaient été annoncés. Donc c'est effectivement. Alors il y avait une question sur les soutiens politiques. Pardon. Non, mais sur la question dont on vient de parler, c'est terminé. Oui. Bernard Chabreau, conseiller régional d'opposition. Donc je pèse pas lourd pour être très clair. Voilà. Simplement sur l'A45. L'A45, Laurent Wauquiez avait inscrit en 2015 131 millions d'euros pour faire l'A45. Moi j'ai toujours été opposé à ce projet et j'ai déposé des tas et des tas d'amendements pour dire on met cet argent ailleurs. Évidemment les amendements n'ont jamais été votés. Je vous rappelle que je suis dans l'opposition, donc voilà. Mais en plus de ça, ces 131 millions, il ne les a jamais eus. Enfin, il faut qu'on se le dise très clairement. C'est-à-dire que vous inscrivez 131 millions, il savait pertinemment que l'autoroute ne se ferait jamais. Donc c'est facile d'inscrire et de dire, quand elle se fera, je vous donnerai tant. Donc les 131 millions, ils n'existent pas, qu'on soit très clair. Voilà, et puis sur le soutien politique, vous avez le mien, ça c'est clair. Mais voilà, ça, je vous le redis, ça pèse pas beaucoup. Donc pour les soutiens politiques, si je peux apporter une réponse, mais elle ne va pas vous satisfaire, mais la réunion de ce soir, elle est en partie pour ça. Elle est en partie pour mobiliser la population et nos élus. Alors, je sais que nos élus dans la vallée, donc Bernard en est un exemple, et il y en a d'autres ici, qui sont tous d'accord avec nous pour la réouverture de la ligne. Après, il faut trouver le nerf de la guerre. Et c'est là qu'il faut mobiliser les troupes pour convaincre ceux qui prennent des décisions au niveau de la région. Alors, le département, il pourrait peut-être participer à l'intermodalité, mais ce n'est pas sa tasse de thé. Et M. Wauquiez, quand on lui a parlé d'autres fois, il a toujours dit que lui, le fret, ça ne le concernait pas. Bien qu'il ait par ailleurs dépensé beaucoup d'argent pour installer un truc à Lausanne, là, qui ne sert à rien. Alors, on sait aujourd'hui
que personne ne s'en sert finalement. Il y a eu 3 dessertes de train de Cailloux au mois de juillet, 6 au mois d'août et 2 au mois d'octobre. Donc c'est ridicule, quoi, je ne sais plus combien de millions qui ont été mis. Pardon 700 millions, c'est ça, non? Non, 700 000 euros. 700 000 euros qui ont été mis sur le truc, donc 350 ont été payés par nos impôts régionaux. Voilà. Donc les soutiens politiques, nous les attendons à partir de la réunion de ce soir et on continuera à se battre jusqu'à ce qu'on les ait. Je vais me permettre d'intervenir. Nathalie Serre, députée du Rhône, et de la circonscription en particulier. Ah oui, merci. J'ai la voix qui porte, mais si vous préférez. Nathalie Serre, donc députée du Rhône. Je suis celle qui a remplacé Patrice Verchères sur la 8e circonscription. Bonsoir, monsieur Chabot. Je me permets d'intervenir parce que, du soutien politique, je pense que les élus sur la vallée, que ce soit les élus de l'Ardèche ou en tous les cas les élus de la CCPA et les élus du Haut sur Sainte-Foy-l'Argentière, etc., ils en sont très conscients, ils feront ce qu'ils pourront à l'échelle qu'ils pourront. Enfin, voilà. Quant au soutien politique plus haut, en tous les cas au niveau national, c'est en tous les cas moi qui le porte avec mes 2 collègues qui sont sur Saint-Germain-au-Mont-d'Or et Sainte-Foy-l'Argentière, mes 2 collègues qui sont donc de la majorité, eux, parce que moi je suis comme monsieur Chabot, je suis dans l'opposition. Nous avons fait déjà, en l'occurrence moi je suis là depuis l'année dernière, le 2018, le 18 juin de l'année dernière, nous avons déjà fait 3 courriers à monsieur Djebari. Pour cette ligne, effectivement, parce que nous avons entendu parler du plan de relance, nous nous sommes dit c'est une belle opportunité. Ces courriers ont été faits par Blandine Brocard, Thomas Gassillou et moi-même. Et pour l'instant, nous n'avons pas réussi à obtenir ne serait-ce qu'un quart de tiers de rendez-vous avec M. Djebari, qui est le responsable du transport, le ministre responsable du transport, et qui était en charge justement de ce fameux plan de relance qui était destiné au fret en particulier. Après, voilà ce que je pouvais dire en tous les cas pour ce qui me concerne. Et puis, une autre chose, c'est que je crois savoir qu'un certain nombre des élus de la vallée, ainsi que M. Wauquiez, sont favorables à le projet que vous avez cité, qui serait fret et voyageurs, sachant qu'il y a une difficulté qui est qui n'est pas insurmontable, mais quand même une difficulté, c'est que la région est responsable du transport de voyageurs, ce qui n'est pas, le fret n'est pas de sa prérogative. Voilà, c'est l'État qui est de cette prérogative. Donc en fait, vous avez ici une complexité qui n'est pas due de votre fait, c'est que voilà, les choses sont séparées comme cela, et que c'est pas toujours facile de mettre tout le monde autour de la table. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Ouais, merci. Je vais essayer de reprendre dans l'ordre, et puis après on reprend un tour, parce que... alors il y avait une question, enfin une question ou un commentaire, une interrogation sur les ouvrages d'art. Effectivement, on l'a dit, ils sont nombreux sur la ligne. Pierre, si tu veux compléter d'ailleurs, tu n'hésites surtout pas. Ce que montre l'expertise, c'est que le coût des ouvrages d'art, dans le cadre de la régénération de la ligne, c'est 10%. Pour une régénération totale de la ligne, donc on a dit 60 millions, le coût des ouvrages d'art, c'est 6 millions. Voilà. La ligne, donc c'est le réseau ferré national, ça appartient donc à SNCF Réseau. Donc les ouvrages d'art appartiennent à SNCF Réseau, pas aux collectivités, c'est ça ma question. Bah oui. Et oui. Les tunnels, le viaduc, tout ça. C'est l'État. D'accord. C'est SNCF Réseau, l'État. C'est SNCF Réseau. D'accord. Faire Saint-Bel-Bréven ou la Giraudière dans un premier temps, j'allais dire, tant qu'on refait un peu de ferroviaire, c'est toujours mieux. Maintenant, voilà, nous, on tend à insister quand même sur la pertinence de la régénération totale, et donc jusqu'à Sainte-Foy-l'Argentière, et y compris, ça pourrait être un premier pas. La ligne avant reliait Montbrison et puis aller jusqu'à Bordeaux. Voilà. Et puis on pourrait imaginer d'autres choses, quoi. C'est-à-dire que voilà, tant qu'on arrive à garder l'interopérabilité sur les lignes de transport ferroviaire,
on pourrait imaginer du Saint-Paul-Roanne, du Saint-Paul-Paris-Monial, le contournement ouest de Lyon par le fret ferroviaire, tous les trains de fret qui passent par Pardieu, etc., etc. Ça permet en fait, d'ouvrir le champ du réalisable en ferroviaire, quoi. Voilà. Le lien et la connexion avec la métropole. Oui, non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Donc pour l'instant, vous le connaissez, Saint-Paul. On a donc la gare de Saint-Paul. Alors je crois qu'ensuite il y a sans doute des projets du Citral. Alors il y a plusieurs projets du Citral ensuite pour relier Saint-Paul à Pardieu, etc., etc. Je ne suis pas compétent pour rentrer dans ce détail-là, mais effectivement la connexion, donc c'est Saint-Paul ou Gorge de Loup avec le métro D, ce qui permet quand même déjà de faire pas mal de choses. L'Arbrel, c'est un milieu de ferroviaire. De l'Arbrel, on va à Gorge de Loup, bien sûr, on va à Pardieu, à Perrache, à Bèze. Donc c'est déjà une ouverture sur l'agglomération. Et à droite, de l'autre côté. Par rapport à Lyon. Pour répondre à la question, effectivement, on a un peu étudié les trajets réalisés. Il est ressorti de l'étude qu'il y avait un tiers des déplacements domicile-travail qui allaient vers le 3e et le 7e arrondissement, et un autre tiers vers le 9e et le 5e. Donc, voilà, avec une connexion notamment sur Gorge de Loup, qui était assez intéressante. Donc c'est 3500 trajets par jour, effectivement. Et sur la question étudiante, bien évidemment qu'il faut les prendre en compte. On se heurte à un obstacle, on va dire, plus méthodologique. Là, les données qu'on a, c'est les données du nombre d'actifs dans la région selon l'INSEE. Du coup, on pourrait rajouter, compter le nombre d'étudiants qu'il y a sur la région et la rajouter à ces 3500. C'est tout à fait faisable, mais on n'avait pas une source fiable, on a préféré se baser sur l'INSEE. Je vais peut-être ajouter un petit peu mon grain de sel. Donc sur les ouvrages d'art, ne croyez surtout pas qu'il n'ait pas été surveillé. C'est pas parce que la ligne est arrêtée qu'il n'a pas été surveillé. Donc alors il y a quelques dégâts avec des inondations qui ont eu lieu, il y a un moment le ballast a été un peu emporté, des choses comme ça, mais le viaduc par exemple, il a toujours été surveillé comme du lait sur le feu. Hein, parce qu'on ne fait pas passer, alors certes, on ne fait pas voyager un TGV à 300 à l'heure dessus, hein, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de souci en ce qui concerne certains ouvrages là. D'où le fait que la facture ne soit pas si élevée que ça. Et puis, oui, à propos de l'arrêt de la gare, de la desserte à la Giraudière, moi j'ai peur qu'on abandonne les habitants du haut de la vallée. Hein, parce que pour le moment, on est 67 000, mais du coup, ils seront plus que 20 000. Donc, ils auront moins de poids que si on y est tous ensemble. Et puis je pense que si on met en route un certain nombre d'outils pour rénover cette ligne, je veux dire, les 7 km qui resteraient, c'est ridicule, quoi. Pardon ? Oui, il y a des ouvrages, mais... alors après, on peut aussi, ça peut être une question à se poser, c'est le patrimoine que nos anciens ont fabriqué avant 1914, puisque c'est 1914 qui avait arrêté la poursuite de la ligne. On sait pourquoi, hein. En 14, les gars, ils n'étaient plus là. Je vais juste rebondir par rapport à l'intervention de Mme Nathalie Serre. Pour le fret, c'est compétence de l'État, et pour le voyageur, c'est compétence de la région. Effectivement, je ne vais pas développer plus que ça, mais c'est une illustration de ce par quoi j'ai commencé l'introduction. L'éclatement du ferroviaire et le fait qu'on est séparé en différentes activités, le voyageur, le fret, etc. Et c'est vrai qu'on en arrive à finalement des contraintes qui sont fabriquées et qui sont un peu des absurdités et qui vont à l'inverse, en tout cas à notre sens, qui vont à l'inverse de ce que pourrait être un vrai service public ferroviaire. Voilà. Je ne vais pas développer plus, mais...
Oui, Laurent, secteur CGT de Lyon. Il y a quand même une précision à apporter dans le débat. On parle de financement, on parle d'investissement. Effectivement, on a une réforme qui a mis à mal la structure de l'entreprise publique ferroviaire aujourd'hui, et maintenant il y a des choix à faire. La loi qui a été votée par presque tout le monde, parce que très peu ont été votés contre cette loi de réforme du ferroviaire, elle impose aujourd'hui à SNCF Réseau un certain nombre de choses, et l'objectif annoncé de SNCF Réseau maintenant, c'est de faire des bénéfices à l'horizon 2030, de faire 2 milliards de bénéfices. Donc dans ce cadre-là, ça veut dire que Réseau n'est plus à même d'investir sur un certain nombre de choses. Donc voilà. Donc après, la responsabilité aujourd'hui de l'investissement et des choix d'investissement, il repose sur les élus. Moi, j'ai du mal, en étant dans une salle, à entendre des élus me dire on ne peut pas grand-chose, parce qu'on est dans l'opposition, on ne peut pas grand-chose. Moi, je suis désolé, il y a des choses qu'il faut porter peut-être un peu plus fortement. Il y a des batailles sur le ferroviaire, sur la région Rhône-Alpes. Je vois qu'il y a la présence d'autres collectifs ici de Gardons la ligne. Il y a des batailles qui sont menées. Aujourd'hui, il y a des choix qui sont faits. C'est comment on se bat contre ces choix collectivement. On fait un certain nombre de propositions. On est très heureux quand on voit des collectifs comme Gardons la ligne de la Vraie, mais aussi comme le collectif de la ligne Clermont Saint-Étienne, ou sur la rive droite du Rhône. Bon, après, on est face à des choix aujourd'hui. La ligne de la Brévette, c'est un vrai exemple, parce que proportionnellement au coût que ça... Enfin, au coût, je ne sais pas si on ne devrait même pas appeler ça un coût, mais aux investissements, au montant des investissements, par rapport aux économies, il devrait être vite fait le choix. Voilà. Donc après, c'est comment c'est porté dans les instances, et sur les petites lignes qui sont venues la compétence de la région. C'est un vrai risque de perdre petit à petit des petites lignes. Voilà. Mais ça, ces choix sont faits par les politiques qui siègent à la région, et c'est les mêmes groupes politiques qui votent les lois au niveau national. Il faut quand même un peu de sérieux sur ce sujet-là. Je vais vous répondre quand même, parce que je ne sais plus qui est-ce qui parlait, mais enfin peu importe. La semaine prochaine, il y a une séance à la région. Je vous invite à... Alors qui sera en plus en visioconférence, donc je ne sais pas si vous imaginez la facilité. Mais mettez-vous devant votre ordinateur, si vous avez le temps, ça dure 2 jours, jeudi et vendredi, entier, et une partie de la nuit, sans doute. Vous verrez que des amendements, l'opposition en a déposé des dizaines, comme ça se fait à l'Assemblée, voilà. La majorité décide, enfin, on est dans un pays, voilà, c'est comme ça. Je vous rappelle quand même qu'en 2004, lorsque j'ai été élu conseiller général, c'est la première réunion que j'ai faite à Sainte-Foy-l'Argentière en disant « Tiens, il n'y aurait pas quelque chose à faire sur cette ligne ». On n'était pas nombreux, parce que les élus, il n'y en avait pas, très clairement. Et les citoyens, il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'à l'époque, on ne se posait pas la question. Donc les choses changent. Si, il y en avait un ou deux qui étaient là, ouais. Mais voilà, donc on peut défendre la chose. Moi, s'il faut aller rencontrer Laurent Wauquiez, j'irai, c'est pas le souci. Je vous redis, la majorité décide, c'est comme ça. Ensuite, sur ce qui est du fret et des voyageurs, où effectivement, on a une difficulté. Si on veut cette difficulté, on va passer outre. Je vous rappelle que la région n'a pas la compétence sur les routes nationales et qu'on dépense 280 millions d'euros pour dévier la N88 à Saint-Eustien et au Pertuis, sur le plateau de la Haute-Loire, sur 10 km seulement. 280 millions d'euros. Et il n'y a pas d'obligation, la région n'a pas de compétence là-dessus, elle le fait. Donc sur le fret, on trouvera une solution si véritablement il y a la volonté de le faire. Alors Nathalie Serre l'a dit, je pense que sur la vallée de la Brévenne et tout ce qui se trouve autour, moi je ne connais pas d'opposants élus, de droite ou de gauche, ou de n'importe quelle tendance politique, tout le monde est d'accord pour la faire. Ce qui a bien changé depuis quelques années, c'est pas si vieux ce truc-là. Il y a quelques années, on était un peu seuls à défendre ça. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier
dans le tour de table la métropole lyonnaise, qui va prendre au 1er janvier un nouveau Citral, je ne sais plus comment il s'appelle, qui aura la compétence sur tout le département du Rhône. Et d'après ce que me disent ceux qui vont diriger ça, ils sont prêts à mettre de l'argent aussi. Mais ils ne mettront pas de l'argent si on ne leur donne pas l'autorisation. Donc ben voilà, on va pousser, on va se mettre autour de la table et on va essayer de faire quelque chose. Et bonsoir à toutes et tous. Pierre-José Tachi, je suis maire d'Arbrel, président de la communauté de communes. Par rapport à ce que vient de dire Bernard et la capacité à mobiliser un peu tout le monde autour de la table, et aussi l'État, il faut savoir que la communauté de communes a été retenue là, tout dernièrement dans un dispositif financé donc, par l'État à hauteur de 100 000 euros, hein, je crois, je parle sous contrôle de Virginie Chavot, qui est notre déléguée VP aux mobilités à la CCPA, pour justement réfléchir collectivement à toutes les problématiques de mobilité sur le pays de l'Arbrel, dans la vallée de la Brévenne en particulier. Pays de l'Arbrel et donc CCMDL. L'occasion pour tout le monde de réfléchir sur en fait 3 axes qui ont été définis et qu'a accepté l'État. C'est les contournements routiers, alors je sais que ça ne plaît pas forcément, les contournements routiers de l'Arbrel et Saint-Bel, le développement de toutes les mobilités qui pourraient justement être concernées aussi par ce que vient de dire Bernard sur le développement de l'extension du périmètre de l'établissement public, l'ex ou futur Citral, sur toutes les mobilités collectives, également sur toutes les mobilités que l'on peut appeler actives ou douces, qui sont du domaine plus des collectivités territoriales locales, comme la CCPA, et puis également, dans le 3e axe, le devenir de la ligne de la Brévenne, donc sur à la fois ce que vous disiez tout à l'heure, sur la possibilité d'extension après Saint-Bel, en sachant clairement, je ne sais pas qui a dit, on parlait de politique de petits pas, je pense que c'est à mon avis la meilleure solution. Quand l'objectif il est trop haut, de toute façon on sait qu'on ne l'obtiendra pas et tout le monde se décourage. Donc du coup il faut se donner des objectifs à peu près raisonnables et atteignables. Et donc du coup, on est parti nous en fait dans notre première réflexion, mais qui restera à développer avec l'ensemble des acteurs du territoire, puisqu'on a voulu que tous les acteurs du territoire, on parle en fait des collectifs, regardez la ligne, on a lancé aussi l'autre jour l'opération, puissent être concernés, et on est sur un développement à ligne jusqu'à la Giraudière, et avec, dans un premier lieu, la priorité aux voyageurs, ça c'est clair, je le dis clairement, la priorité aux voyageurs, avec, si possible, par rapport à ce que vous avez dit, peut-être, quelque part, peut-être rajouter du fret aussi, il fallait, travailler dans un premier temps sur peut-être quelque chose qu'une plateforme peut-être multimodale qui serait installée à la Giraudière et qui permettrait peut-être aussi d'évacuer du fret comme ça si l'État, qu'on va mettre autour de la table dans les ateliers de territoire, puisse cautionner et financer le développement fret, puisque Nathalie disait, et à juste titre, hein, l'État c'est le fret, la région c'est le voyageur, ça c'est comme ça. Donc ils ont quand même accepté de venir autour de la table et ils payent l'étude. Donc voilà, on va essayer donc de se bagarrer tous ensemble et d'essayer de trouver les meilleures solutions pour arriver à une situation pérenne. Après, il ne faut pas non plus... alors on sait que vous avez estimé des coûts, vous avez il y a des rapports, les plus, les moins, mais il y a quand même 60 millions d'euros à trouver. C'est pas facile actuellement dans nos territoires, avec nos collectivités locales, de trouver 60 millions d'euros. Une petite réaction, puis je passerai la parole là-bas. Petit pas, on parle ici, nous, d'un pas qui fait 20 km, juste la régénération d'une petite ligne qui fait 20 km, et 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, effectivement, qu'il faut trouver, mais encore une fois, qu'il faut mettre en parallèle avec... je ne vais pas redire tout ce qu'on a dit. La solution du train léger du Citral, encore une fois, ok, c'est le... Comment ? Ouais, d'accord. Les solutions... Ouais. Ouais. Alors ça, c'est SNCF, ça dépend. Je termine. Du coup, ces solutions de train léger, c'est juste une condamnation définitive du fret. Et puis, parler de priorité aux voyageurs.
Clairement, nous, on ne souhaite pas opposer le trafic voyageur et le trafic fret. On se bat justement pour l'interopérabilité et pour faire les deux, parce qu'on sait faire, voilà, parce qu'on sait faire, c'est faisable, et c'est pertinent, puisqu'on pense qu'il peut y avoir des débouchés pour les deux, et la place pour les deux. Voilà. Donc dire priorité à l'un ou à l'autre, c'est déjà opposer l'un à l'autre, et c'est pas exactement notre discours. Il y avait quelqu'un là-bas, ici, là-bas, et puis après on donnera la parole à Pierre Brochet. Oui, je reviendrai sur cette histoire du Citral, là, qui verrait ses compétences élargies. Si tel est le cas, on pourrait avoir un changement de gouvernance sur la ligne en question, et là c'est sûr, on fait une pan sur le fret. Alors ça, ce serait quand même particulièrement préjudiciable, puisque s'il y a un retour des trains de voyageurs, mais que les camions sont toujours dans la vallée, le projet perd une grosse partie de son sens. C'est déjà la première chose. Deuxième chose, il y a à peu près un an de ça, il y a eu une réunion publique aussi à l'Arbrel, dans un gymnase, où il y a un député qui a parlé, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Ouais, voilà, et qui avait proposé à un moment, oh oui, on peut mettre aussi des bus électriques à la place. Et là, c'est quoi cet amateurisme dans ces propos? C'est pas possible. Si on met des bus électriques aussi à la place des rails, ça veut dire qu'on exclut le trafic fret ferroviaire, et donc on a toujours autant de camions dans la vallée. Donc à un moment, l'expertise, quand on est sensible alors effectivement, le bus électrique, ça se développe un peu à droite à gauche, ça plaît bien aux oreilles de certains élus, et quand on est plus sensible aux sirènes des lobbyistes de l'industrie, moi je pense qu'il ferait mieux d'écouter les syndicalistes cheminots, les vrais experts finalement dans ce dossier, c'est eux les cheminots. On ne peut pas non plus raconter tout et n'importe quoi dans une réunion publique, alors que le but du jeu, c'est de remettre des trains sur les rails, à la fois de marchandises et de voyageurs. Donc écoutons, moi j'en appelle aux élus là, d'écouter un petit peu l'expertise, de bien la détailler, de s'en imprégner, et à partir de là, vous serez mieux armés peut-être pour aller voir ceux qui sont à la majorité, à quelque tâche que ce soit. Et on ne peut pas non plus dire, oui, l'État c'est le fret, et la région c'est le voyageur. Non, cette ligne doit rester la propriété de SNCF Réseau. L'État doit prendre ses responsabilités dans cette affaire, et effectivement, la région, elle abondera pour la partie voyageur, mais ce sera un financement complémentaire, et on ne peut pas dire, ah bah oui, si on se renvoie la balle, si c'est partie de ping-pong entre la région et entre l'État, c'est un peu se défausser facilement, comme dans l'affaire. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Non mais oui, parce que monsieur, il y avait un monsieur, il y avait là-bas, oui, Alain Chiza, donc j'habite Sarcey, je fais partie du collectif Kikury, et je pense que le message qui doit passer ce soir, c'est qu'il faut voir la problématique de façon globale. Alors, bien entendu, on se bat pour la ligne de fret et de voyageurs. Ça, je pense qu'il ne faut pas lâcher là-dessus. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir, notamment nos élus, sur le fait que qu'est-ce qu'on veut sur notre territoire. Parce que il y a vraiment, on nous avance des difficultés financières. Je pense que les difficultés financières, ça reste toujours avec l'argent du contribuable que nous sommes. Donc c'est vrai que au bout du compte, c'est toujours nous qui allons payer. Si effectivement il y a des priorités à faire, je pense qu'il y a des projets inutiles actuellement qui sont en train de sortir du chapeau sous prétexte que tel élu est maintenant responsable sur tel secteur, sur tel aménagement, notamment par rapport au territoire, par rapport aux routes. Et moi, je vous donne simplement une solution pour trouver les 60 millions. Il y a un projet actuellement qui est à l'étude sur la déviation de l'autoroute A89 qui irait en direction de Amplepuis-Tizy. Ce projet-là, alors ça fait déjà des années, bien entendu, que tout le monde en parle, et ça relève à peu près, bon, ça relève du département,
et ça coûte à peu près 60 millions d'euros. Donc là, je pense que réellement et concrètement, vous avez 60 millions d'euros qui sont en réserve et qui peuvent être éventuellement alimentés pour le trafic et pour la rénovation du train de la Brévenne-Turin. Voilà. De la Brévenne, pardon. Monsieur Romain Clair, le maire de la commune de Saint-Bel. Moi, pour la politique des petits pas, j'y crois plus. J'y crois plus. Hein. Je pense aussi, comme pas mal de personnes dans l'Assemblée, qu'il faut un projet global, quitte à le phaser, bien sûr, mais un projet global. J'ai été échaudé parce que, bon, on parle de contournement de l'Arbrel et de Saint-Bel. Alors, contournement de l'Arbrel, je suis pleinement en accord avec tout le monde, parce que ça devient infernal pour les Arbrelois. Le contournement de l'Arbrel, je pense qu'il ne se fera jamais. Depuis qu'on en parle, il ne se fera jamais, parce que le contournement de Saint-Bel ne se fera jamais, pour la bonne et simple raison qu'on a imaginé, essayé d'imaginer au sein de notre conseil municipal des passages pour éviter Saint-Bel, mais bien sûr, ça peut détruire le paysage. Donc, pour moi, je pense, je ne le verrai jamais. Alors, le fret sur cette ligne peut nous rendre un service immense, parce que quand on habite Saint-Bel, c'est pas toujours très facile. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y a une partie de la population qui est là et qui sont prêts à témoigner. Hein. En plus, on nous annonce que le doublage des camions vont plus tarder, puisqu'il y a eu une plateforme qui a été mise en place. Hein. Donc voilà, c'était pour dire que moi, notre conseil municipal a parlé pour l'ensemble, pour voir l'ensemble du fret et du voyageur, parce que le voyageur aussi, afin que nos routes soient soulagées. Parce que, bon, la CEREMA qu'on a rencontrée il n'y a pas très longtemps, nous dit il faut diminuer l'empreinte carbone, le développement durable, il faut repenser nos déplacements. Donc c'est le moment ou jamais, et il ne faut pas hésiter, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. C'est mon avis, ça engage que Saint-Bel, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais voilà. Oui, Thierry Manceau du collectif Gardons la ligne. Depuis bientôt 2-3 ans, je pense qu'on a une certaine expertise aussi sur ce qui se passe dans le secteur, pour dire qu'on peut se réjouir que l'État se mette autour de la table, que les services de l'État se mettent autour de la table, comme ça peut être dit, parce qu'on comprend bien qu'il y a une part de financement important de l'État qui a été abandonnée d'une façon générale sur le fret, et que là, ils doivent se mettre autour de la table et mettre une enveloppe. Et bien sûr, après, viendra la région ou d'autres collectivités sur, on va dire, les derniers kilomètres. Pourquoi c'est important? Parce que la vallée de la Brévenne, c'est un vrai cas d'école au niveau national. Pourquoi? Eh bien, on a quand même 3 carrières, vous l'avez évoqué. Alors, la carrière qui est le plus éloigné à Sainte-Foy-l'Argentière, c'est à étudier un petit peu plus, mais en tout cas les deux carrières qui sont même dans la vallée de la Brévenne, qui expédient du caillou, elles ont des concessions sur 30 ans. Donc en termes de projection, on sait que les entreprises aujourd'hui ont beaucoup de mal à fonctionner au-delà de 5 ans. Et donc savoir quel va être le volume de marchandises qui pourra être expédié sur les rails, en tout cas si on prend le point économique, c'est un peu difficile. Par contre, il y a des locomotives, c'est le cas, ces 2 carrières sont de vraies locomotives pour garantir l'usage d'une ligne de fret.
Et si on n'est pas capable, dans un cas d'école comme la vallée de la Brévenne, de remettre des trains de fret, donc ça veut dire que nulle part en France on peut le faire. Parce qu'avoir des exemples comme ça d'entreprises, dont une en plus a investi 2 millions d'euros, je crois, pour avoir rencontré le directeur de la carrière. Est-ce que M. Bayeux est là? C'est quand même un exemple important d'une voie ferrée privée sur une carrière qui est prête à être utilisée pour expédier du caillou. Alors, on a discuté longtemps avec lui pour voir qu'il y a d'autres soucis derrière, puisqu'il faut pouvoir affréter des wagons. Donc il n'y a pas simplement le problème, la question d'investir dans une ligne. Il faut que derrière, il y a également la gestion possible, et ça c'est un vrai problème d'État, puisque vous l'avez précisé dans votre première intervention, que le fret a été abandonné depuis longtemps par l'État. Donc, moi, je me réjouis dans un premier temps que l'État soit autour de la table, ça veut dire qu'il y a un intérêt, mais il faut qu'effectivement les élus locaux ne fassent pas des petits pas. Il faut investir sur cette ligne jusqu'à Sainte-Foy-la-Chantière parce qu'il y a 2 opérateurs économiques qui sont capables de la garantir. Et c'est un cas d'école qui pourra ouvrir d'autres possibilités, peut-être en France. Et si on ne le fait pas sur la vallée de la Brévenne, ça veut dire que l'État renonce au fret sur l'ensemble du territoire. Parce que les autres cas sont beaucoup plus complexes quand ce sont des entreprises qui n'ont pas une vue économique de 30 ans à long terme. Bonsoir, je suis Virginie Chavreau, vice-présidente déléguée aux mobilités pour la communauté de communes du Pays de l'Ardrel. Je voulais compléter ce que disait le président Pierre-Jean Zanetti tout à l'heure par rapport à la démarche d'atelier de territoire, parce que précisément, nous ne voulons pas renvoyer la balle et que chacun se renvoie la balle, parce que dans cette démarche, pour la première fois, et sous l'impulsion de la CCPA, nous mettons tout le monde autour de la table. Notre communauté de communes voisine, communauté de communes des Monts du Lyonnais, l'État, la SNCF, la région, le département, le Citral, les habitants, puisque les collectifs Gardons la ligne, écomobilité et également de protection des coteaux des Vœux, la DPC, sont invités. Et donc d'ailleurs, je vous remercie d'avoir participé au lancement. Nous invitons également les acteurs économiques et l'ensemble des parties prenantes. Et nous allons pour la première fois, tous ensemble, réfléchir à ces questions de mobilité autour de la vallée de la Brévenne. Voire de manière globale, parce que la vallée de la Brévenne, c'est une route départementale, une ligne de chemin de fer et une rivière. Et pour la première fois, tous ces partenaires vont réfléchir donc de manière globale sur l'orientation et le futur de la vallée d'un point de vue social, économique, du paysage, environnemental évidemment, et du point de vue également de la protection de la ressource avec la question de la rivière. C'est une démarche qui va avoir lieu sur le premier semestre 2022, donc ça sera sur un temps quand même assez court, et nous comptons bien qu'il n'y ait plus ce renvoi de balles des uns aux autres, mais qu'ensemble, on puisse déterminer un scénario qui fasse consensus, et qu'à l'issue de cette étude, des décisions soient prises, des décisions qui soient probablement radicales sur des questions de mobilité, parce qu'il y a des choses qui sont partagées par tous. C'est qu'aujourd'hui, il y a des problématiques au niveau du cadre de vie, au niveau de l'enclavement de la vallée de la Brévenne et d'un manque de réseau de transport. Et il y a par ailleurs un constat d'un atout essentiel, c'est que cette ligne ferroviaire, elle existe et elle n'est pas à créer. C'est un patrimoine quand même formidable. Donc on a énormément d'atouts pour travailler sur des scénarios, mais aujourd'hui on ne peut pas, nous en tant qu'élus locaux, porter les solutions pour que justement tout le monde se renvoie la balle. On peut porter une démarche qui ensuite fasse consensus et qu'on puisse vraiment arriver à quelque chose de concret à court et moyen terme. Donc laissez-nous un petit peu cette chance d'avancer pas à pas dans la démarche pour que ensuite la solution soit concrète et qu'elle puisse changer la vie des habitants. C'est vraiment ce qu'on cherche. Oui, bonjour. Moi, je suis habitant de Saint-Gall. Il me semble qu'il y a un gros problème de communication. Parce qu'en étant habitant de Saint-Gall, je pensais qu'on serait 200 ce soir.
200, 250, vu les nuisances qu'il y a dans le pays. Et à la sortie, eh ben, ça va être une quinzaine. Hein. Et prévenu de bouche à oreille, comme ça, un mail qui est parti, il y a une réunion, il faut y participer, mais la communication auprès de la population n'est pas faite. Et effectivement, les gens, quand on leur en parle à Saint-Bec, j'ai été à une réunion hier, ils ne sont pas informés de ce qui s'y est dit. Bonsoir. Cécile Michel, je suis conseillère régionale, également conseillère régionale d'opposition. Je n'ai pas une connaissance aussi fine que bon nombre de personnes ici présentes ce soir de ce sujet, de ce territoire, parce que moi je suis plutôt du sud du département du Rhône. Néanmoins, je m'intéresse de longue date au sujet des mobilités, du train en particulier, et que ce soit le train voyageur ou la question du fret ferroviaire. À la région, je siège en commission de transport, et donc c'est un sujet que je porte là-bas directement. Moi d'abord, je voudrais vous remercier pour l'organisation de cette soirée, et je trouve qu'il y a du monde, et je me réjouis de cette participation importante. Ce n'est pas le cas forcément de tous ces rendez-vous-là. Et vous remercier pour l'étude. Je n'ai pas encore pris le temps de lire dans sa totalité, mais c'est forcément une étude qui vient alimenter justement tout le travail, tous les projets, toutes les démarches qui sont menées aujourd'hui. Et je pense que ça va forcément contribuer aux décisions à venir. Et je crois qu'effectivement, il faut quand même avoir en tête, et ça, tout élu que nous sommes, on est face à cette complexité, à ce renvoi de balle, on est pris nous-mêmes dans ce jeu-là, et on ne devrait même pas parler de jeu. Et donc, je pense que c'est quand même aussi très pertinent de souligner le travail qui est engagé sur la communauté de communes pour se saisir de ces opportunités, de cette problématique de mobilité. Aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table, et elles relèvent en plus de ça, de cette question des compétences, de qui tient la compétence aujourd'hui. Selon si on parle du ferroviaire, c'est l'État, selon si on parle des voyageurs, c'est aujourd'hui la région, mais ça pourrait être demain le Citral, selon les mobilités des personnes, peut-être sous des formats plus souples, ça peut être la communauté de communes. Donc voilà, tout ça montre bien que dans cette complexité, quand les acteurs locaux se saisissent de la question, il peut y avoir des choses qui vont bouger. Et donc je crois qu'il faut entendre ce soir qu'il y a une étude qui est mise en projet à l'échelle de la communauté de communes, et il y a votre étude qui vient contribuer avec peut-être d'autres hypothèses qui sont posées sur la table. La métropole, on l'a rappelé, réfléchit à d'autres choses aussi. Donc en fait, je crois qu'aujourd'hui, réjouissons-nous, il y a plein d'hypothèses qui sont posées sur la table. Il faudra arriver à se mettre d'accord sur effectivement quelles sont les hypothèses qui vont nous conduire vers des solutions durables, vraiment sur du court, moyen, long terme. Et je crois que votre étude, elle vient vraiment participer très fortement à ça. Et effectivement, l'enjeu du CPER sera déterminant. Les crédits mobilité du CPER qu'il va mettre sur la table, l'État, ont été repoussés à échéance 2023. Donc ça veut dire qu'on a l'année 2022, ça sera une année assez décisive pour prendre les décisions. Donc je crois que votre étude, elle arrive vraiment à temps pour contribuer à ça. S'il n'y a plus d'intervention, je vais... Si, il y avait... Dernière, puis on redonnera peut-être la parole à Pierre Brochlier après. Oui, alors Alain Méja, moi je suis que retraité, j'ai été longtemps fournisseur en face des gens du monde du chemin de fer, en première monte, en entretien, etc. Quel que soit le domaine, SNCF ou RATP et compagnie. J'ai été usager évidemment. J'ai été participé pendant une grosse douzaine d'années au comité de ligne de RATL et puis celle de Tassin, puisque je descendais sur Gorge de l'eau régulièrement. Donc je pouvais amener mon expertise des deux côtés, puisque je fréquente énormément de cheminots à titre privé, donc je connais aussi l'envers du décor, tout n'est pas dit en face. Bon, évidemment, depuis, je suis qu'un film averti, entre guillemets. Je suis évidemment passionné par ce qui se passe, et j'ai envie effectivement que notre ligne perdure et soit pérenne pour les 30, 50, 90 ans qui viennent. C'est normal de respecter nos anciens. Derrière tout ça, il y a quand même quelque chose qui m'interroge, c'est que
Première question que je me suis posée tout à l'heure en vous écoutant, il y a quand même une entreprise, puisque le marché est ouvert à la concurrence, qui n'est pas de la concurrence, mais qui vient contribuer, et on a RICOP qui propose des solutions nouvelles, innovantes. Alors évidemment, pour l'instant, on n'en est pas à dire on fait rouler des trains, puisque même eux ont du mal à récupérer des tronçons de ligne pour revenir de Bordeaux à Lyon. Ça, c'est un grand classique de la SNCF qui veut surtout jamais jouer le jeu. Moi, je l'ai vécu à titre privé dans mon milieu professionnel pendant une vingtaine d'années. On avait des plans qui venaient directement ou indirectement pour les mêmes projets. Et en fait, quand ils venaient indirectement, on n'avait jamais le détail du dossier. Ça voulait dire qu'ils ne voulaient jamais lâcher le morceau. Et donc, à un moment donné, ils ne jouaient pas le jeu. Et en fait, on arrive à des situations ubuesques. Donc, la question, c'est que je me suis dit, mais à un moment donné, RICOP, peut-être que lui, un jour ou l'autre, aurait peut-être un rôle à jouer ici, avec les acteurs économiques et ces chargeurs potentiels qui sont là, qui existent, et qui ont un tonnage pas possible à donner, et puis les autres, où on pourrait faire du wagon isolé ou avec de la palette qui redescend quelque part sur des plateformes logistiques. C'est tout à fait jouable. Est-ce que quelque part vous avez été approché sur le sujet, puisque dans la région lyonnaise, il y a un gros cercle de travail qui existe, qui est le pendant de Bordeaux, qui réfléchit à beaucoup de choses, et donc des ateliers de déplacement et voyageurs et fret. Donc est-ce que vous avez été réellement approché sur le sujet? Par les gens, par RICOP ou les gens qui sont mobilisés par rapport à ce projet dans la région lyonnaise? Parce qu'il y a vraiment une grosse émulation et des gens qui ont apparemment une grosse expertise sur le sujet. Non, mais pourtant on est présent sur les réseaux sociaux, on soutient les combats sur d'autres lignes, on n'a jamais rencontré. Il faut dire qu'ils sont tout neufs aussi. Donc... Du coup, je vais, comme on avait dit, je vais laisser la parole à Pierre Brochet. Et puis, je ne veux pas trop qu'on s'éloigne du débat. Néanmoins, je pense que je reviendrai quand même rapidement sur RICOP après. Je pense qu'il faut... J'essaierai de faire rapide, mais voilà, j'y reviendrai. Je vais y revenir après, je te laisse la parole. Je pourrais aussi en dire deux mots, éventuellement. Oui, donc tout d'abord, moi ce que je voulais, c'est remercier effectivement tous les gens présents. Députés, je crois que vous êtes 2 députés ce soir ici, d'après ce qu'on savait. Mesdames et messieurs les maires, les adjointes, les adjoints, les conseillères et les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, conseillères régionales aussi, excusez-moi, merci. Tous les citoyens qui nous suivent aujourd'hui aussi en direct, parce que nous sommes retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Et merci aux camarades de la CGT pour avoir fait ce travail-là. Je les remercie aussi chaleureusement, tous les cheminots qui ont permis ce soir qu'on puisse avoir un document intéressant, comme vous l'avez souligné, madame. C'est aussi quelque part, pour nous, une façon de remercier les 11 000 signataires de la vallée qui avaient signé notre pétition lorsqu'on a alerté les gens en disant attention, le train de la Brévenne s'arrête, les trains de cailloux de la Brévenne s'arrêtent et on va se retrouver avec des milliers de camions sur la route, ce qui n'a pas manqué, puisque l'étude le montre, hein, ça c'est clair, le nombre de camions pour 100 véhicules dans la vallée de la Brévenne est le double de la moyenne nationale, enfin presque le double. Donc c'est carrément à certains moments insupportable, voire invivable. L'empreinte carbone, donc, elle a parlé. C'est bien le titre de notre affiche. Et c'est bien aussi le titre d'un roman noir, parce que l'empreinte carbone a parlé, c'est bien un titre de roman policier, ça. En tout cas, aujourd'hui, ne pas s'atteler au problème de la circulation dans la vallée de la Brévenne et la remise en route de la voie ferrée, c'est carrément nier toutes les études qui ont été faites par le GIEC en particulier. En tous les cas, si vous voulez faire un sondage auprès des habitants de la vallée, vous allez tout de suite savoir que la vallée, la route 89, la traversée de Saint-Bel, la traversée de l'Arbrel, sont devenues invivables. C'est carrément impossible à certaines heures de la journée. Donc on a tous des stratégies de contournement pour faire quelques kilomètres en plus, qui rajoutent un peu de carbone dans l'atmosphère. Voilà. Donc l'idée c'est bien ça, c'est bien de réduire ce trafic routier délétère, non seulement pour
tout ce qui concerne l'accidentologie, la pollution de l'air, le bruit infernal. Je vous demanderai de lever les yeux un jour où vous traversez l'Arbrelle, vous verrez la couleur des façades. Donc, je veux dire, c'est infernal, quoi. Infernal. La situation, elle ne fait qu'empirer. Hein. L'exploitation des carrières, elle génère un trafic intense, mais elle n'est pas prête de s'arrêter. On a vu que c'était au moins pour 30 ans que les concessions étaient faites. En plus, les carrières fournissent du ballast de haute qualité pour les LGV. Or, j'ai bien entendu que les LGV continuent. D'abord, il faut les entretenir, et puis je pense qu'il y en a encore quelques-unes qui sont dans les tuyaux, malheureusement. L'accroissement de la circulation des poids lourds en transit ne ralentit pas non plus, au contraire. D'après ce que tu nous disais, Pierre-Jean, il me semble, que sur le nombre total de camions qui traversent, si l'interdiction était faite à ceux qui sont en transit de passer, il y aurait 20% de camions en moins. Déjà là aussi, le préfet jamais ne prend l'arrêté de dire les camions en transit interdits sur la vallée de la Brévenne. L'accroissement de la population de la vallée, alors il y a l'effet de l'attractivité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on ne va pas revenir là-dessus. Bon, quand vous voyez qu'à certaines heures, pour traverser le pont de Saint-Bel, c'est plus de 10 minutes, ben voilà, vous avez compris que la vallée devient invivable. Effectivement, les gens se rabattent un petit peu sur le tram-train. Le problème, c'est que il faut descendre la vallée jusqu'à Saint-Bel. Le matin et le soir, les wagons sont surchargés. Et il y a un train toutes les 10 minutes le soir et le matin. Donc voilà, c'est impressionnant quand même. Donc le service rendu, il existe, d'accord? Et comme vous le disiez tout à l'heure aussi, je ne sais plus, c'est Mme Chavreau, disait la voie ferrée, elle existe. Il suffit de la réparer, de la remettre en état. C'est pas comme s'il fallait creuser des tunnels, construire des ouvrages d'art. Non, là, tout est là. Et franchement, moi, de mon point de vue, 60 millions d'euros pour 20 km de voie ferrée qui vont soulager de façon extraordinaire la vallée, qui vont la rendre plus attractive, plus sympathique. Je crois je ne vois pas un élu capable aujourd'hui de me dire, enfin si, je n'imagine pas qu'il puisse me dire non, on ne remettra pas la vallée de la Brévenne, la voie ferrée de la vallée de la Brévenne en route. Je ne comprends pas comment il pourrait me dire ça. Après, bon, il y a tout l'effet de tout ce qui est patrimoine, etc. Bon, ça aussi, c'est quelque chose, alors peut-être c'est à cause de mon âge, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Mais bon, c'est vrai aujourd'hui qu'il y a très peu de sabotiers, hein, c'est clair aussi. Mais là, le train, l'étude le montre très bien, même si on fait tracter les trains de cailloux par des locomotives diesel, même des plus mauvais modèles imaginables, ça pollue encore moins que les camions, le nombre faramineux de camions qui circulent. Donc pour moi, les coûts de remise en état de la ligne et de ces ouvrages d'art, c'est ridicule dans un budget de remise en état d'une vallée, en quelque sorte. En tous les cas, ne pas remettre en route le ferroviaire dans la vallée de la Brévenne, c'est nier tout ce que l'on a comme crainte aujourd'hui sur l'avenir de la planète. Donc pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut remettre notre circulation du train et du fret pour supprimer tous les camions et rendre la vallée aux habitants. Merci. Je vais quand même revenir et dire simplement quelques mots sur ICOP. Je vais pas être trop long parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à en dire et puis ça pourrait faire l'objet d'une soirée débat complète. Je pense qu'elle aurait réellement sa pertinence et son intérêt, celle-ci. On va y réfléchir peut-être, mais bon, c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais quelques mots sur ICOP et puis j'ai essayé du coup, par ICOP, de revenir sur la Brévenne. ICOP Lyon-Bordeaux. Lyon-Bordeaux, ça existait jusqu'en 2014. Train d'équilibre du territoire, fait par la SNCF. Voilà. Il n'existe plus ce train. Pourquoi? Pour nous, c'est vraiment une illustration du désengagement
de l'État qui a entraîné la suppression de cette desserte qui a été faite en interne par des cheminots de la SNCF et qui fonctionnait très bien. SNCF est capable de faire Lyon-Bordeaux, tenter qu'il y ait les investissements nécessaires de l'État. Ça a été supprimé, c'est, voilà, encore une fois, là aussi on est sur la question du désengagement de l'État. Railcoop arrive, dit qu'il va faire mieux, alors avec quel matériel? Alors on était parti sur une solution de matériel roulant cédé par la région Aura pour une bouchée de pain. Alors bon, c'est sûr que voilà, SNCF, l'entreprise, elle supporte ces investissements et les coûts qui sont liés tant à la maintenance de l'infrastructure que à la maintenance de son matériel roulant. Donc là, c'était du matériel cédé par la région. Et on se pose d'ailleurs la question... Qui n'ont pas fait la carrière qu'ils devaient faire. Qui n'ont pas fait la carrière qu'ils devaient faire. 15 ans de service. Et on est les premiers à le regretter. Et qui ont fait des ennuis. Et on est les premiers à le regretter. Et on se pose la question d'ailleurs de comment ferait Railcoop pour la maintenance de ce matériel roulant. Voilà, dans quels ateliers, avec quels investissements pour construire des ateliers, etc., etc. Mais pareil pour le personnel. Qu'est-ce que serait le personnel de Railcoop? À part et formés comment? Est-ce que c'est des cheminots formés par la SNCF et puis qu'on transfère chez Railcoop avec un statut social et des droits sociaux bien moindres? Peut-être une formation amoindrie aussi parce que il faut aller vite et puis il faut faire quelques économies. Alors du coup... Vous avez un PSF, hein? Je termine. Mais oui, et puis le PSF, oui, on pourra en parler aussi. Je pense qu'on va essayer de pas trop s'éloigner, mais je vais terminer. Mais après, on peut parler de l'EPSF aussi, l'établissement public de sécurité ferroviaire. Du coup, avec juste ces simples questions, là, le matériel roulant, sa maintenance, son entretien, la formation du personnel, quel impact potentiel sur la sécurité ferroviaire? Déjà, nous, c'est quand même quelque chose auquel on tient. C'est quelque chose qui nous questionne énormément. Ensuite, il y a là aujourd'hui Railcoop qui découvre que c'est difficile d'avoir des sillons. Ah ouais, c'est difficile d'avoir des sillons. Oui, le transport ferroviaire, c'est un transport guidé sur un même rail au même moment. On ne peut pas faire passer de train. C'est la réalité, c'est les contraintes du ferroviaire. Et c'est pour ça que de notre point de vue, le transport ferroviaire et l'interopérabilité, justement, elle est possible. Et elle est intéressante, elle a une vraie plus-value lorsque c'est géré par une seule entreprise intégrée. Et c'est aussi ça, garant de la qualité du service. Comment voulez-vous faire, par exemple, sur on va rester que sur du voyageur, des correspondances cohérentes et intéressantes sur des lignes. Nous, on pense que si un seul opérateur gère ses correspondances, c'est plus facile. Voilà. Moi, je pense qu'on risque peut-être, par exemple, d'avoir à Nice l'arrivée du train de Transdev à 11h02, et puis le départ du Nice pour monter dans l'arrière-pays qui va partir 2 minutes avant. Voilà. C'est les questions de cohérence après du réseau, etc. Donc, nous, ce qu'on pense, je fais court là, je me perds. Nous, ce qu'on pense quand même, c'est que sur le Lyon-Bordeaux, mais également la relance des trains de nuit, c'est des choses que SNCF sait faire. C'est la compétence des cheminots, qu'ils soient pour la maintenance des infrastructures, pour la maintenance du matériel roulant, pour la conduite des trains, pour le service dans les gares, etc. C'est des choses que les cheminots savent faire, que la SNCF sait faire, pour peu qu'il n'y ait pas de désengagement de l'État et de la force publique. L'expertise, elle est là. Et dans les trains privés, vous allez trouver quoi? À part des cheminots transférés, ce sera les mêmes cheminots en fait. La compétence, elle est en interne, elle est par la SNCF. Pour la ligne de la Brévenne, c'est pareil, on sait faire. On sait faire, y compris SNCF Réseau. Alors, il faut savoir, SNCF Réseau, pour le coup, est plutôt en accord avec l'estimation qu'on fait des 60 millions. Donc ça nous a été confirmé là, dans les entretiens qu'on a pu avoir avec la direction et puis en plénière de CSE. C'est faisable et on sait faire. Et on a les équipes pour, y compris voilà, les brigades de la maintenance des voies qui sont là. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on doit, en tout cas pour nous, faire en interne. Bon, je ne vais pas développer plus, mais voilà.
Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou... En tous les cas, nous, gardons la ligne, on milite pour le service public de transport. S'il y a encore une ou deux interventions, on peut se le permettre. Sinon, on vous remercie tous bien vivement d'avoir pu participer et venir à ce débat, qui relance un petit peu les discussions et nos... Il y a peut-être encore 2-3 interventions. Oui, bonsoir. Je voulais juste que vous nous redonniez les chiffres des trains qui sont partis de Lausanne en fret. Ah, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, là. Oui. Alors, les trains, les dessertes qui ont été effectives, donc en juillet, il y a eu 3 dessertes. Non, il y en a eu sur juillet, nous n'en avons eu aucune. Ah, Désolé. Sur le mois d'août, il y a dû en avoir 2 ou 3. On m'a dit 6. Une sur septembre, et c'est tout ce qu'il y a eu. En octobre, 2. Donc vous dites, vous... C'est moi qui saisis les trains, je sais que... 0 en juillet, c'est ça? 0 en juillet. 0 en juillet. En août 2 ou 3. 3, pardon. Donc en septembre, vous disiez combien? Il y en a eu 1 en septembre. Et depuis, nous n'en avons pas eu. Et en Tout octobre, s'était 0. annulé. Oui. Pourquoi parce que les trains ne sont pas arrivés jusqu'à Lausanne. Pas le Sillon ou pas... Enfin bref, c'est très très compliqué d'avoir les trains par rapport... nous, on les attend souvent et c'est souvent qu'ils ne viennent pas. Je pense qu'il faut vraiment organiser correctement. Donc la question annexe, c'est comment sont partis les cailloux? Ben, forcément, ils sont partis par train, par camion. Ah d'accord, par camion. Merci. Mais il y en est parti beaucoup moins cette année que les autres années. Par contre, c'est vrai que même pour Lausanne, eh ben, ils sont partis par camion pour aller jusqu'à Lausanne. Ah oui, mais ça, on le sait, ça. Ça, on les voit passer, là. On le sait. Forcément, hein, de toute façon, quand il n'y a plus de train, c'est le il faut camion. qu'ils partent. Rien que pour la SNCF, hein, je parle. Oui, oui. Parce qu'après, bah, évidemment, il y a les autres clients. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Merci. J'ai pu constater depuis quelque temps qu'il y a une nouvelle tendance. On parle beaucoup de camions, mais depuis quelques mois, il y a de nombreux tracteurs qui ont des grosses remorques et qui sont parfois 2 tracteurs sur la route jusqu'à Sainte-Foy-l'Argentière, 2 tracteurs qui emmènent du gravat, et là, il n'y a personne qui peut dépasser, on roule à 40-45 à l'heure derrière, et là, ça devient totalement infernal. Là, c'est absolument impossible. Qui effectue des transports pour le compte des carrières? Moi, je ne sais pas. Je l'ignore, mais c'est régulièrement, il y a des tracteurs. C'est une nouvelle mode, ça. C'est un client, enfin, chez nous, on a en tout cas un client qui ne vient qu'avec des tracteurs. Ah ouais, mais c'est un client qui fait du TP. Voilà. Et il vient comme tracteur, effectivement. Il C'est y en pas a normal plusieurs. que ces Des tracteurs tracteurs soient autorisés à être sur la route. Tout à fait, des tracteurs John Deere. Moi j'en ai suivi, ils sont deux d'affilée. Je faisais régulièrement à Saint-Bel, Saint-Étienne. Là on suit pendant 40-45 km/h. C'est infernal. Il ne devrait pas être sur la route. Juste une précision, hein, sur les tracteurs, c'est de plus en plus courant pour 2 raisons très simples. D'abord, lorsqu'ils sont à l'intérieur de la carrière ou sur le chantier,
Bon, ils s'en sortent plus facilement qu'un camion. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est surtout qu'ils n'ont pas de disque. Hein, et que donc, ils peuvent travailler 15 heures par jour, s'ils veulent. Voilà, c'est ça le truc. Moi, j'aurais une question quand même à vous poser. Sur les camions que vous prévoyez, enfin les camions que vous prévoyez de supprimer parce que les carrières utiliseraient le fret, et je souhaite que ça. Par contre, pour en avoir parlé avec le directeur d'Imeris, qui s'appelle plus Imeris d'ailleurs, c'est Liliance maintenant, mais c'était l'ancien directeur, ça a peut-être changé. Lui, il ne voulait même pas en entendre parler, hein, d'emmener de la terre de Souzy. De toute façon, le train, il n'arrivera pas à Souzy. Et de les emmener à Quincieux. Voilà, donc moi je souhaite une chose, c'est qu'on élimine les camions de l'Arbrel. Je ne suis pas sûr que le fret élimine beaucoup de camions. Je pense plus que les voyageurs permettront d'éliminer beaucoup de voitures. Mais si on peut faire des choses sur le camion, tant mieux. Alors, du coup, pour répondre peut-être rapidement, puis Claire, juste quelques éléments, puis tu compléteras. La carrière Imeris, alors déjà, elle n'est pas embranchée. Alors, ce qui fait que, donc de base, on a tendance à comprendre son dirigeant qui dit c'est trop compliqué, parce que, bon, nous on pense que l'embranchement, ça fait partie, justement, c'est la problématique des ITE qu'évoquait Claire tout à l'heure, c'est tout à fait faisable. Et après, la deuxième problématique, effectivement, pour Imeris, c'est qu'il n'y a que, finalement, la partie pour Quincieux, donc ça veut dire qu'une partie de la production qui serait dans le projet, concernés par le ferroviaire. Par contre, il faut quand même regarder le tonnage à la sortie des 3 carrières et on s'aperçoit que BBCI, c'est vraiment le potentiel le plus important. Et pour le coup, voilà. Alors il y a le développement à venir avec la production d'enrobés. Voilà. Mais c'est clairement la carrière de la patte qui finalement, à elle toute seule, génère le plus de camions. Et pour le coup, là, on a un chargeur, des entretiens qu'ont pu avoir les experts. Alors, là, je parle pour eux, je vais leur donner la parole, mais voilà, qui est plutôt demandeur, hein, c'est ça. Donc voilà. Et puis encore une fois, les débouchés qui sont repris dans l'expertise en ce qui concerne le fret ferroviaire, ils ne sont absolument pas exhaustifs, ce qu'a rappelé Claire Donald tout à l'heure. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux dernières interventions, ou est-ce que... Alors du coup, voilà, moi aussi, à mon tour, je vais vous remercier, l'ensemble des participants, et je trouve que le débat a été plutôt de bonne tenue, quoi, c'est-à-dire avec des... Voilà, enfin, en ce qui me concerne, j'ai trouvé que voilà, beaucoup de participation et des interventions intéressantes, et je pense que voilà, je pense que c'était positif à tout point de vue. Et avant de conclure, je voulais quand même vous dire que du coup, cette bataille pour la ligne de la Brévenne, il y avait eu, comme j'ai rappelé, donc, à l'initiative de la CGT cheminot, le rassemblement en gare de Courzieux, décembre 2020, il y a un an à peu près. Aujourd'hui, depuis, il y a du chemin qui a été parcouru avec cette expertise qui a été réalisée. Aujourd'hui, ce débat public, c'est encore pour nous une étape. Et dès le début de l'année prochaine, on proposera de nouvelles initiatives. Mais en tout cas, on va continuer à mener cette bataille pour le retour des trains de fret et de voyageurs dans cette belle vallée de la Brévenne. Voilà, je vous remercie à tous.